Il était une fois un frêle esquif voguant au gré du vent, tant et si bien qu'il se perdit, et entreprit alors un long périple, quittant les eaux troubles, préférant naviguer sur les mers cultures. Sur cette embarcation particulière se trouvait un capitaine tout aussi singulier, j'ai nommé le capitaine Désespérance. Et aujourd'hui, il est l'heure pour lui d'aborder Grimm, la série télévisée. Et salutations les moussaillons, je suis le capitaine Désespérance, et me voici aujourd'hui en compagnie du quartier maître Mirani. Bien le bonjour. Aujourd'hui nous allons aborder une série télé, nous allons aborder Grimm, et nous commençons directement avec la vigie. Alors, à première vue, Grimm, qu'est-ce que c'est ? C'est une série télévisée, mêlant policier et fantastique, qui sort depuis 2011, et on commence directement avec un synopsis de notre ami Mirani. Alors en fait, Nick Burkhardt est un peu le protagoniste principal, et donc c'est un inspecteur de police, dans la ville de Portland aux États-Unis. Et en gros, il voit son quotidien bouleversé par la découverte d'un tout nouvel univers, c'est-à-dire que un membre de sa famille, je crois que c'est sa tante qui vient lui apprendre qu'en fait, il est le descendant donc des écrivains Grimm, hein, qu'on connaît tous, des contes de notre enfance, tout ça. Et qu'en fait, tout ce qui se trouve dans ces contes est vrai. Donc en fait, il se met à voir des choses qu'il ne voyait pas avant, et il rencontre des personnes qui incarnent des personnages, des monstres, des créatures de tous ces contes-là. Donc en fait, il est très rapidement aidé par donc Monroe, qui est lui-même un loup-garou en fait. Voilà. Et donc c'est un peu, enfin, le début de la série est beaucoup centré sur des personnages, donc les relations qu'ils vont avoir, et qui vont découvrir ça. Enfin, Monroe va beaucoup aider Nick à découvrir cet univers. Voilà, ça commence comme ça. Ouais, de toute manière, la première saison, c'est quasiment la découverte de ses pouvoirs, entre guillemets. Oui, voilà, c'est une amorce, quoi. Ils amènent bien le truc, histoire qu'il puisse développer après. D'ailleurs, je peux pas faire de guillemets avec ce crochet. Mais bon, voilà. Donc du coup, comment as-tu découvert cette série ? Ah oui, alors, à moi d'ailleurs, c'est assez drôle parce que c'est toi qui m'as fait découvrir cette série. Alors, je ne savais même pas. Parce qu'en fait, on discutait donc de séries en général, et donc on était amené à parler de Once Upon a Time, donc une série d'auteur, et tu m'as dit, moi, je préfère Grimm, donc c'est toujours dans le délire des contes, mais c'est beaucoup plus sombre et beaucoup plus intéressant. Je me dis, mais tiens, je vais jeter un coup d'œil et tout ça. Et donc, j'avais pas vu un épisode de Once Upon a Time non plus, on a juste entendu parler, donc j'avais des attentes assez vagues, en fait, je m'attendais pas à un truc en particulier, et voilà. Est-ce qu'il faut que je dise qu'est-ce que j'en ai pensé tout de suite voilà. Alors, pas ce que t'en as pensé, mais donc ouais, en fait, finalement, tu t'en pensais pas grand-chose avant de le voir. Exactement, voilà, c'est ça. Voilà. Donc du coup, je vais enchaîner sur... Et voilà, toi, comment est-ce que tu l'as rencontré, cette série ? Voilà. Dis-nous. Alors donc moi, c'est spécial dédicace à Sandra le bar barbecue. C'est Sandra qui m'a fait découvrir cette série. Et en fait, elle me l'a conseillé par rapport à mes goûts. Donc de base, c'était vraiment susceptible de me plaire. Mais du peu qu'elle m'en a dit, dans ma tête, c'était Charmed en amélioré. Le problème, c'est que j'adorais Charmed il y a longtemps, mais quand je vois des épisodes maintenant, je trouve ça vraiment nul à chier. Tu vois. Ah oui, forcément, on a grandi, tout ça, on a fait les mêmes choses. Voilà. Alors qu'avant, j'adorais. Donc du coup, finalement, je me disais, ouais, ça risque d'être bien, mais pas fou, quoi. Donc du coup, voilà. C'est ce que j'en pensais avant de découvrir la série. Et maintenant, on passe directement à la deuxième étape. Les pourparlers. Allons-y. Et nous voici pour les pourparlers. Alors les pourparlers, c'est quoi, grosso modo ? C'est des questions qu'on a préalablement préparées. Et donc on va chacun son tour se poser une question. Alors petite subtilité, les questions qu'on s'est préparées, on n'y a pas du tout réfléchi. On n'a pas du tout parlé avant du sujet. Donc du coup, c'est vraiment spontané. Donc on risque de galérer un petit peu, mais c'est normal. C'est aussi ce qui permet, je pense, d'avoir un débat plus franc. Plus vrai, exactement. Voilà. Donc voilà, on commence tout de suite ? Allez, c'est parti. Les questions sont ici. Donc là, il faut préciser qu'il y a 8 questions. Donc comme tu disais, on a écrit chacun 4. Exactement. Donc voilà, donc je vais ouvrir la première. Je pense que c'est une de tes questions, vu. Alors, la scène la plus marquante. Alors on commence par ma question la plus con. Alors, la scène la plus marquante. Donc là, attention, gros spoil. Par contre, je pense que pendant le débat, il va y avoir pas mal de spoil d'ailleurs. C'est fort possible. Ouais. Donc là, c'est plus pour ceux qui connaissent la série, quoi. Ouais, voilà. Donc, la scène la plus marquante. Moi, j'ai posé cette question parce que
il y a une scène vraiment qui est hallucinante dans la série, je trouve. Ouais. C'est tout simplement la perte des pouvoirs d'Adaline. Alors là, je pense que de toute la série, c'est la scène où j'étais bloqué devant mon PC et what quoi. C'est vraiment, c'est super bien foutu. Je pense que c'est quasiment la seule scène de la série où j'étais limite en pleurs et pour une méchante quoi. C'est ça qui est vraiment perturbant. C'est que à la limite, il se passe des couilles à un héros et tout, tu te dis oh putain ça fait chier. Hein. Mais là c'est une méchante et j'étais trop mal pour elle quoi. T'as l'impression que d'un seul coup, elle est plus rien quoi. Enfin c'est vraiment. Alors ça fait un moment que je l'ai vu cette scène, donc si je me rappelle bien, donc c'est en mordant, enfin c'est en mélangeant le sang de Grimm qu'elle perd ses pouvoirs, tout ça. Et ouais, maintenant que tu me le dis, c'est vrai que c'est une scène assez forte, surtout que c'est un des personnages les plus, qui pose le plus de bâtons dans les roues des héros en fait dans le début de Grimm. Et en fait il y a plein de choses qui vont découler de ça. En fait. C'est vraiment un moment clé quoi, je trouve, de l'intrigue. C'est un moment clé et en même temps je me suis demandé après coup. Si c'était pas entre guillemets fail, en fait, est-ce que ils voulaient vraiment jarter Adaline du programme, tu vois? Moi, je me suis demandé si c'était pas la scène qui marquait la fin d'Adaline, en fait. Et après, ils se sont dit, ah bah en fait, Adaline, elle est trop bien. Allez, on va la remettre et elle récupère ses pouvoirs, tu vois. En fait, j'ai deux avis là-dessus. C'est que je pense qu'on va revenir là-dessus aussi par rapport à certaines autres questions. C'est que j'ai l'impression que les scénaristes ont certaines hésitations. Ils ont des éléments intéressants et on sent qu'ils sont pas sûrs de ce qu'ils veulent en faire. Et au fur et à mesure, ils prennent différents chemins. Et après, ils se disent non, celui-là était mieux et tout. Et en fait, peut-être qu'ils savent. Peut-être pas du tout. En fait, peut-être que c'est juste une impression et qu'ils savent ce qu'ils voulaient faire parce que en supprimant temporairement donc Adaline de la série, en fait ça faisait un peu monter, tu vois, la haine, l'impuissance et tout ça dans ce personnage, et on se dit si elle retrouve ses pouvoirs ça va être la merde absolue pour Nick quoi. Donc à voir quoi. Je ne sais pas quelle est la solution la vraie la plus... Mais franchement cette scène c'est vraiment pour moi la plus marquante. Et toi du coup ta scène la plus marquante de la série? Alors en fait, il faut savoir que ça fait longtemps que j'ai vu la première saison, et donc là que récemment, donc j'ai vu les derniers épisodes en fait, je regarde à chaque fois, donc les épisodes qui sortent chaque semaine, donc je suis très à jour sur la série. Et dans les 3-4 derniers épisodes, en fait, il commence à se passer des trucs assez vraiment puissants au niveau du scénario. Et la toute dernière scène, en fait, c'est un affrontement. Méga spoil. Ouais. Je vais essayer de pas trop spoil. Faites gaffe, attention, coupez si vous voulez pas savoir. Mais en gros, ça oppose. Donc ça dérange pas si je te spoil. Non, moi c'est bon, vas-y. Donc en fait, ça oppose Adaline et Juliette. Donc Juliette qui c'est la copine de Nick Burkhardt. On n'avait pas précisé que c'était Adaline. Donc Adaline c'est une Exxon Beast. Donc en fait c'est donc une créature des contes Grimm. C'est un peu une sorcière qui a des pouvoirs psychiques et tout ça, qui prépare des potions. Voilà quoi. Et donc en fait, le long de la série, il y a beaucoup de mal qui est fait dans le sens Adaline Juliette, c'est-à-dire qu'elle s'acharne un peu dessus quoi. Et là justement, en plus ça va faire écho à une de mes questions. Si on pouvait la pêcher juste après, ce serait tellement bien dans la continuité de l'épisode. Bref, et en fait ça oppose ces deux personnages là. Et Juliette a toujours été un peu en retrait, donc j'en dis pas trop parce que ça va être une question, désolé, mais bon. Et là en fait c'est un putain d'affrontement entre les deux. Est-ce que je lance le spoil tout de suite? Enfin, est-ce que je le lance carrément ou est-ce que j'essaie de retourner? Vas-y. Donc, en gros, donc je vais pas dire comment, mais Juliette est devenue une Exxon Beast. Et en fait, c'est pas devenu une Exxon Beast de merde. Ok. En fait, elle commence juste à maîtriser ses pouvoirs et à voir ce qu'elle peut faire. Donc, Adaline revient important parce qu'elle était partie tout ça de ça. Je vais pas non plus faire tout le scénario. Et donc, elle arrive. Et donc, Adaline est trop sereine en mode, je vais trop te mettre la fête, c'est terminé, t'es mort. Et elle se prend une raclée de l'apocalypse. Donc, en plus, c'est un duel d'Exxon Beast assez badass, tu vois. Elle se prend une raclée de l'apocalypse, elle est en pleurs, elle saigne et tout, et elle se casse de la maison de Grimm en mode, qu'est-ce qui se passe et tout. Et j'étais en mode, trop bien, c'est trop stylé, quoi. Et déjà, en fait, c'est, donc je parlais de 3-4 derniers épisodes, et en fait, il y a une scène un peu similaire dans un épisode précédent où, justement, elle vient de devenir un Exxon Beast, et elle se fait attaquer par un Vesson. Et donc le Vesson est serein de se la faire complètement et elle le défend. C'est trop stylé. Peut-être expliquer ce qu'est un Vesson. Ah oui. Parce que...
En fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de mélanges de langues. En fait, c'est ce qui fait un peu la richesse culturelle de la série. Donc, il y a beaucoup de mélanges d'allemand, de français, d'anglais, d'espagnol. En fait, il y a plein de cultures mélangées. Ce qui est assez cool. En fait, c'est pas uniquement les contes Grimm. Des fois, on se retrouve avec des contes espagnols. Même des contes, des contes populaires urbains. Ouais, voilà, en fait, on se retrouve avec des trucs bien plus éloignés. C'est pas uniquement centré sur les contes de Grimm. Par exemple, il y a une créature qui utilise les réseaux sociaux, les jeux vidéo, etc. Oui, voilà, exactement. Donc, l'explication de Wesson, donc c'est un mot allemand, si je dis pas de merde. Ouais. Et donc, en fait, les Wessons, donc c'est les humains. Enfin, c'est pas des humains, mais en gros, à la base, on croit que c'est des humains, mais en fait, c'est des créatures, de ces univers-là, tirés des contes, des univers fantastiques et tout ça. Et donc, en fait, aux yeux de tout le monde, c'est des humains. Aux yeux de quelques personnes, donc les Grimm, donc comme Nick Burkhardt, ils apparaissent sous leur véritable forme. Donc ils peuvent également apparaître sous leur véritable forme à des humains classiques, mais c'est dans une situation spéciale et tout ça, on viendra peut-être dessus si on y est. Quand il vogue. Voilà, quand il vogue, ça veut dire changer, alors le terme allemand. Voilà. Alors, donc du coup, donc ma scène préférée, ouais. Oui, vas-y. Donc j'allais dire, donc c'est la scène la plus marquante, pour reprendre ton terme, je pense que c'est justement la transformation de ce personnage qui, donc de Juliette, je l'espère, annonce des épisodes énormes. Justement, je reviens, parce il me semble pas l'avoir notifié, mais Julien, désolé, je dis ton prénom. Pas de souci. Julien Mirani, et donc à la saison 4. C'est ça, ouais, je sais plus les numéros des saisons, mais voilà. je suis, comme je disais, j'étais bien alors à l'actualité. Que moi, je me suis arrêté pour l'instant à la fin de la saison 3, parce que je préfère avoir la saison 4 en entier, et parce que je regarde la VF, moi. Ouais, voilà, t'aimes bien avoir directement la saison. Aussi, ouais. Alors que moi, j'ai une certaine impatience. Et je peux pas me dire j'attends 3 épisodes pour manger d'un coup, je suis obligé d'aller voir, surtout que c'est de plus en plus excitant. Et j'aimerais juste revenir sur ce que je disais par rapport à la série, parce que j'ai oublié un élément important. Donc il faut savoir que donc, les Exxon sont par défaut les ennemis des Grimm. Et donc là, il y a un espèce de truc assez dérangeant pour Juliette, c'est qu'elle devient en fait une créature que les Grimm, donc son mari, quoi, ils sont pas mariés, mais en gros ils vivent ensemble depuis longtemps, sont censés tuer. Ouais. Et justement la scène finale du dernier épisode, ça se finit là-dessus où Nick découvre que et là c'est incroyable, une espèce de relâchement de pression, d'attente, enfin tu sais vraiment pas ce qui va se passer en fait, en mode et après quoi, qu'est-ce qui va se passer, c'est trop ouf. Enfin, franchement là c'est un gros bravo quoi, ça m'a retourné quoi. Enfin, je trouve que pour le coup Grimm, c'est l'une des rares séries où il y a énormément de choses comme ça qui se passent. Enfin, il y a Game of Thrones où il y a vraiment pas mal de cliffhangers. Ouais, je pense que c'est la série référence un peu entre guillemets. Mais je trouve que Grimm pour le coup démérite pas sur ce point quoi. Il y a carrément. Ouais, je trouve que par rapport aux séries justement qui évoluent en parallèle, ils s'en sortent très bien. En fin de saison d'ailleurs, ils jouent même sur ça. Il me semble que c'était fin de saison 2 et fin de saison 3. Avec comment il s'appelle, avec le Baron Samedi. Le Baron Samedi. Alors ça c'était énorme. Et en fait, c'est la fin de l'épisode et la fin de la saison. Et ils te mettent un petit message à suivre, machin, mais en mode c'était plus. Ouais, en fait, si vous voulez, donc ça finit sur un gros cliffhanger en mode. Et en fait, c'est marqué à suivre et vous vous attendiez à quoi? Donc en fait, tu vois, ils jouent là-dessus. C'est normal quoi, c'est tout. Allez vous faire voir, attendez quoi. Et ça ils le font souvent quoi, parce que même à la fin de la saison 3, pareil, c'est d'un seul coup, grosso modo, fin de saison 3, encore gros spoil, mais Nick Burkhardt, donc le Grimm, perd ses pouvoirs. Oui. Et en plus, il risque de se faire flageller par toute une population de Wesen. Et ça s'arrête là comme ça en plein milieu quoi. Et franchement, niveau tension, mais c'est un truc de malade quoi. J'avoue qu'ils arrivent bien à gérer ça. Ça c'est vraiment bien foutu. Bon voilà, donc je pense qu'on a bien torché cette question. Ouais, je pense qu'elle a bien surtout que c'était un peu celle dont on se foutait le plus. Mais... on va piocher. Du coup, c'est à toi de piocher, mon ami. Vas-y, c'est parti. Alors par contre, piocher avec une main encore une fois, c'est pas facile du tout. Du coup, je sais pas où est-ce qu'on met les jeux posés là. Oui, vas-y. Je suis tellement en galère, les amis. Alors, c'est une question de toi. Mon Dieu. Donc, Juliette, personnage féminin. Parfait. Trop effacé. Mon Dieu. On le gère tellement, donc en fait je voulais pile tomber sur cette question-là parce que ça revient justement à ce que je disais sur ma scène la plus marquante qui relève de l'évolution de ce personnage. Donc alors pourquoi est-ce que je choisis cette question? Parce que dans les premières saisons et pendant assez longtemps en fait, même trop longtemps, donc Juliette qui est donc la copine de Nick Burkhardt est trop en retrait, trop effacée, et trop inutile. Ouais, je cherchais un mot pour faire moins dans sa tronche, mais c'est vrai qu'elle est un peu inutile. Et donc toi vas-y commence et t'en penses, je reviendrai là-dessus après. Ouais, je pense que oui, justement ça peut être intéressant de commencer par moi entre guillemets, dans le sens où j'ai pas vu la saison 4. Donc j'ai pas vu son évolution.
Et moi, pour moi, Juliette, c'est clairement, je pense, même Adaline, pour le coup, je préfère Adaline à Juliette, quoi. Je veux dire, Juliette, c'est saison 1, saison 2, saison 3, c'est la copine du héros. Déjà, je trouve que, en plus, bon, ça c'est peut-être le fait que je regarde en VF, mais je trouve qu'elle joue pas super bien. Je trouve que c'est, de toutes les actrices et acteurs, celle qui joue le moins bien. Et c'est l'humaine au milieu de ce tas d'énergumènes. Ouais. Et du coup, elle a vraiment aucun intérêt, quoi. Je veux dire, même limite, quand il lui arrive des choses vraiment dangereuses, etc. Donc par exemple, à un moment, elle se fait griffer par un chat empoisonné par Adaline. Mais j'étais là, mais je m'en fous. Enfin, je veux dire, elle perd la mémoire, etc. Mais au final, ça m'apporte pas grand-chose, quoi. Scénaristiquement, en fait, scénaristiquement, il y a des histoires avec Juliette. Mais c'est juste qu'elles font tâche, je trouve. Il y a pas d'intérêt, en fait. Il y a pas de... Tu te dis, il y a pas d'attente. En fait, si on pourrait enlever l'histoire de Juliette et se dire, bah, il manque rien, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et, en fait, j'ai posé cette question-là également en précisant féminin, parce que t'as des femmes vachement fortes, en fait, qui ont un poids super important dans la série. Donc, Adaline, on fait que ça m'en parlait depuis le début. Il y a la mère de Nick. Il y a je crois que c'est sa tante qui vient au début, c'est super important. Il y a Rosalie, qui est pas censée être importante, mais que je trouve plus importante que Juliette. Ouais, qui prend quand même du poids. Et donc, il y a aussi, Truebird, qui est méga important comme personnage, quoi. Donc ça, c'est la nouvelle arrivante, fin saison 3, début donc tout ça, c'est quand même des personnages féminins assez forts. Et donc, c'est vrai qu'elle fait un peu palote, la pauvre Juliette, à côté de tout ça, quoi. Et en plus, c'est intéressant ce que t'as dit, parce que, donc c'est un personnage qui est au milieu et on dirait qu'elle sait pas où elle est, ce qu'elle fait, pourquoi est-ce qu'elle est là. Bah de toute manière, elle le sait tard que c'est un Grimm. Enfin, ouais, elle le sait pas tout de suite, ouais. Je crois que Hank le sait avant. Donc Hank c'est le coéquipier. Ouais, exactement. On rappelle qu'il est policier dans le commissariat, tout ça. Et même lui, donc c'est son coéquipier, il est humain. Voilà, donc il est pas censé, même lui est au courant. Bah pas avant, je pense. Je sais plus exactement quand est-ce qu'elle l'apprend, mais il me semble. C'est limite, que ce soit son coéquipier ou sa femme, c'est pareil, tu vois. Ouais, voilà. Alors que non, sa femme devrait être vachement plus importante, quoi. Donc oui, vas-y, poursuis. Donc est-ce que je réponds à cette question? Oui, bah oui, carrément. Donc alors, en fait, on revient sur le fait que on sait pas si les scénaristes savent ce qu'ils font ou s'ils hésitent. Parce que le fait que ce soit un personnage totalement inutile, en fait, qui est un peu un boulet pour les autres personnages durant tout ce temps. Quand on n'a pas la dernière saison, on se dit mince, pourquoi? Ouais. Et donc en fait, c'est vrai que de là, elle sert à rien, elle est un peu inutile. Mais le fait qu'elle devienne qu'elle rentre si violemment dans le monde d'Eveson, dans le monde de Nick, en fait, ça fait un personnage vachement intéressant psychologiquement. Parce que elle voulait absolument pas de ça, ça se voit carrément. Et là, elle se retrouve, le changement d'humain à Exxon Beast, il est vachement violent pour elle. Elle le vit super mal, quoi. Bah, d'ailleurs, même avant, on peut dire que c'était aussi violent, quand elle a appris que c'était un Grimm, elle avait des, quand elle s'est fait, donc en fait, quand elle s'est fait griffer par un chat, ça lui a retiré un bon bout de mémoire. Ouais. Et même là, elle commençait à avoir des trucs très flippants, quoi. Elle entre chez elle, il y a un trou béant en plein milieu du salon. C'est vraiment à débloquer, ouais. Mais c'était que des hallucinations, bien sûr, mais elle commençait déjà à être perturbée par ce monde-là, quoi. Donc ouais, ça doit être intéressant. Et donc en fait, le fait qu'elle soit, en gros, les Exxon Beasts, c'est vraiment des vaisseaux très dangereux. Il y a des vaisseaux bien plus pacifiques, qui peuvent avoir beaucoup moins d'impact, scénaristiquement. Il y a des vaisseaux castors. Voilà, il y a des trucs vraiment gentillés, quoi. Et c'est ce que je trouve vraiment énorme, c'est que qu'elle se retrouve avec ces pouvoirs-là, jamais on aurait dit elle, quoi. Ça, si on avait demandé à qui on donne le pouvoir d'Excelby, jamais j'aurais dit Juliette, tu vois, jamais de ma vie. Et là, c'est donc un personnage trop effacé. Oui et non. Parce que oui, ça dure trop longtemps et pendant tout ce temps, on sait pas ce qu'elle fait. Et c'est même des fois chiant parce qu'on qu'elle sert à rien, disons clairement. Et sauf que le fait qu'elle serve à rien pendant si longtemps apporte une profondeur aux nouveaux personnages qu'ils sont en train de construire assez intéressante. Donc assez mitigé donc pour la réponse et il me tarde de voir ce qu'ils vont faire parce que là c'est vraiment on s'est arrêté à la création du personnage, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas faux ce que tu dis. Enfin, moi qui n'ai pas vu la saison 4, du coup, ça me donne bien envie de voir ça. Bon, bah, on peut passer à la question suivante, je pense. À mon tour de piocher. C'est parti. Prends celle-là. Alors, donc c'est encore une de tes questions, on fait même pas exprès. On est bon. Alors, VO ou VF? Ah oui. Donc, pourquoi? Version originale ou version française? Alors, j'ai pris cette question parce que, pour le coup, je la trouve assez inintéressante. On aurait pu prendre n'importe quelle série et poser cette question, quoi, je veux dire.
Ouais. Mais là, je la trouve très très intéressante sur cette série. Tout à fait. Car comme tu le disais tout à l'heure, dans cette série, il y a un mélange de culture mais incroyable. Il y a du français, de l'allemand, de l'anglais l'anglais tout le temps. Français, allemand, c'est de manière assez récurrente. Carrément, ouais. Même du russe, de l'espagnol. L'espagnol, ça revient assez souvent, ouais, surtout du côté de Juliette, oui, voilà. Sa famille est espagnole et tout, et des fois il y a pas mal d'intrigues où est-ce qu'elle a besoin d'informations. Chez les sorcières aussi, il me semble qu'il y a une espagnole. Et donc, voilà. Du latin aussi dans les livres qui revient souvent. Bah oui, ça par exemple, c'est aussi un truc hyper intéressant. C'est tous les grimoires finalement où on a des informations sur les vaisseaux, etc. Finalement c'est des rapports d'anciens Grimm, etc. Et du coup, c'est des Grimm venant du monde entier, quoi. Donc on a vraiment un truc multiculturel, mais absolument génial, quoi. Je veux dire, même au niveau des créatures, c'est super intéressant parce que on voit de tout, quoi. Enfin, et on voit des choses qu'on connaît pas forcément, quoi. Ouais, complètement. En fait, on découvre des contes. Au début, en fait, on découvre des personnages de contes qu'on connaît. Voilà. Et après, on découvre des personnages de contes qu'on va connaître grâce aux personnages. C'est ça. En fait. Et donc, ça, je trouve ça assez fort parce que en plus, je pense que toi comme moi, on est assez fanat de contes. Ouais, franchement, c'est un truc qui me botte bien. Donc, on connaît plutôt pas mal. Et il y a quand même 2-3 épisodes où j'étais là, putain, je connaissais pas ce truc-là, c'est génialissime. Et après, tu vas voir sur internet, tu dis, oh putain, mais ce truc-là, je connaissais pas, mais c'est vraiment trop bien. Voilà. Et donc, du coup, cette question-là, c'était aussi, sur un truc en particulier. Donc, le français. Nous, on parle français. Quand tu la vois en VO, est-ce qu'il parle vraiment bien français, avec un accent français, etc.? Alors je trouve que tu sens que c'est pas du français naturel, complètement fluide, de natifs français qui parlent le français depuis tout petit et tout, mais il s'en sort vachement bien, je trouve. Et c'est stylé, ça donne une espèce de haute saveur pas de haute saveur, d'autre saveur, pardon, à la langue qui est assez intéressante en fait, quand on les entend parler justement. Parce que moi en fait ça m'a hyper gêné, parce que la fin de saison 3 du coup il me semble, non la fin de saison 2 pardon, avec le Baron Samedi. Ouais. Donc le Baron Samedi, faut savoir qu'il est de Nouvelle-Louisiane, tu sais le truc français en Amérique. Alors ça... Ouais, c'est Louisiane je pense. C'est possible. Voilà. Et donc du coup, il chante en français, il chante au Pierre de la Lune. Ah oui, ouais. Au clair de la lune. Et du coup, comment est-ce qu'ils font en VF? Est-ce qu'ils laissent ça en français sans... Voilà, exactement. Okay. Donc ils laissent ça en français, mais bien sûr, ils mettent les traductions, enfin, ils mettent les petites notes en français aussi. Donc en fait, on a français à l'écran. Ouais. Et donc dit. Et en fait, moi justement, donc j'ai vu la fin de saison 2, pour le coup, j'ai pas su me retenir et j'ai été voir en VO. Parce qu'il me manquait un épisode et putain, voilà. Donc j'ai regardé les deux, et du coup j'ai vu Baron Samedi VO, et Baron Samedi VF. Et moi en VO, mais j'étais très très déçu, quoi. Enfin, son chant, je trouve qu'il passait pas du tout. En plus en VF, il avait une voix, mais de malade. Alors qu'en VO, je trouve, il l'a, mais pas tant que ça, quoi. Et enfin là, j'ai vraiment trouvé que c'était mal traduit, mal fait en VO, parce que en VO, si tu connais Au clair de la lune, tu reconnais. Ouais. Mais si t'écoutes les paroles, tu comprends rien, moi je trouve. Enfin, moi c'était mon avis en tout cas sur ce point-là. Après, moi je préfère vraiment la VF. Mais encore une fois, j'ai déjà eu une discussion avec des amis là-dessus. Et là pour le coup, ça dépend vraiment des personnages. Ouais, parce que moi j'ai un avis totalement tranché en fait par rapport à toi. Ah ouais, vas-y. C'est que de base les séries, pour deux raisons en fait, pour une raison d'actualité, c'est-à-dire qu'elles sortent toujours forcément en VO avant la VF, et comme j'aime bien être au taquet là-dessus, je suis plus amené à regarder ça, et je préfère en fait de base avoir les voix naturelles des acteurs. Je trouve ça donne beaucoup plus de crédit. En fait, plus je regarde des VO, moi j'ai de mal à regarder des VF. Et là pour Grimm en fait, je trouve que c'est encore plus indispensable, parce que justement ils essaient de faire un travail de langue et tout ça, et le fait qu'ils travaillent d'abord avec leur base, leur langue à eux, c'est-à-dire l'anglais. J'ai pas envie de saboter entre guillemets leur travail en allant voir dans une langue qui est d'une autre base. Et comme tu disais, par exemple, quand un personnage chante en français, en anglais il chante vraiment en français. En fait, ça donne une dimension assez étrange, assez exotique en fait. Et tu te dis, et en fait, nous on doit avoir un rapport complètement différent, parce que les mecs qui le regardent en anglais et qui ont pas de notion de français, ils doivent entendre des sons, des connotations, des trucs complètement différents, et ils sont en train de dire mais qu'est-ce qu'il fait des incantations, c'est tout bizarre. Justement, moi quand je vois à l'écran que c'est du français, je fais directement c'est limite comme un livre, tu vois. Je veux dire, je vois dans le livre, là il parle en français, je me l'imagine très bien, tu vois. Donc du coup, le fait que ça soit français sur français me gêne pas. Ça me suffit, tu vois. Je me dis, ok, c'est en français, c'est trop bien. Tu vois, j'ai pas besoin de d'entendre la différence français-anglais, quoi.
Et du coup, je trouve que ces langues, ce mélange de langues est méga important. Ouais. Et d'ailleurs, donc j'ai fait un tout petit peu d'allemand, moi, mais j'ai vraiment pas un niveau correct en allemand. Et quand ils se mettent à parler en allemand, en fait, j'ai totalement changé mon point de vue de la langue. Avant, c'était c'est une langue que je n'aimais pas trop. Enfin, c'était une langue étrangère, quoi, que j'avais pas envie d'apprendre, qui m'intéressait pas. Et quand j'ai rencontré des termes allemands, des phrases allemandes, des fois des poèmes, je crois qu'on se retrouve confrontés, et ça donnait une espèce d'exotisme, de saveur inédite à la langue, et j'étais en mode, c'est trop bien. Enfin, je veux dire, j'ai jamais vu cette dimension de l'allemand, enfin, j'ai jamais vu ce point de vue allemand autrement qu'avec Grimm. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important, enfin, en tout cas, pour moi, je comprends forcément le point de vue, de garder, ce travail des langues intact. Mais après, je veux dire, même en VF, par exemple, l'allemand reste allemand. Oui, forcément, mais c'est vrai que... Donc, moi, ça m'a pas dérangé sur ce point-là. Mais, ceci dit, je te rejoins totalement. Pour moi, l'allemand, justement, pour les contes, c'est juste la langue, voilà, quoi. Enfin, je veux dire, tous les conteurs étaient majoritairement allemands, et je veux dire, ça s'entend, quoi. T'as tellement des belles sonorités, c'est bizarre en plus, parce que c'est des belles sonorités, mais je trouve, l'allemand, ce qui est génial, c'est que vu que c'est des sons assez agressifs, on va dire, en son sein, dans le sein de ces sonorités, t'entends que c'est un conte gentil, tout ça, mais en même temps derrière il y a une face sombre, un peu tu vois, c'est un peu c'est sympa mais je vais te défoncer. Tu vois, et du coup je trouve ça vachement intéressant l'allemand pour les contes, etc. Et d'ailleurs à un moment ils ont fait un jeu de mots là-dessus, il me semble, j'ai bien aimé parce que c'est un truc que j'adore. Gift en anglais, ça veut dire cadeau. Ah ouais, c'est le poison gift, je crois. Ah voilà. Et gift en allemand, ça veut dire poison. Donc du coup, c'était poison. Enfin, tu vois. Mais ça, il y a une espèce de double jeu là-dessus qui est vachement stylé. Ça, j'avais bien kiffé. Et sinon, donc, dernier point sur VOVF, parce que j'en avais parlé avec un autre ami, et on avait un petit peu parlé pour chaque personnage, en fait. Et donc, justement, là, ça va être un gros point on va pas être d'accord, tout simplement. Oui. Je pense, c'est Nick. Toi, tu le trouves balèze et tout, parce que moi, j'avais un pote qui me disait, avec la voix VO, il est badass. Ouais. Et moi, avec la voix VF, je le trouve insipide, je le trouve... En fait, ça aurait pu être une autre question ça aurait pu être une de mes questions. Ah ouais? C'est que, il est badass, mais pas assez, et c'est pas assez montré. Parce que c'est censé quand même, c'est pas un super héros presque. Ouais. Il a des pouvoirs qui sont inédits, qui sont censés peser dans le monde, donc des Wesen, des Grimm, tout ça. Et, on en voit, mais trop peu. Et quand on en voit des choses assez excitantes, assez intéressantes, on a envie de tirer, de regarder plus, mais ils nous en montrent pas assez, en fait. On revient sur la perte de ses pouvoirs. Moi, quand Nick commence à... Justement, je trouve qu'il commençait à être badass dans la saison 3, en fait. Et je trouvais que dans la saison 3, j'étais là, putain, mais enfin, il devient intéressant. Parce que moi, franchement, Nick m'intéressait pas, quoi. Moi, ceux qui m'intéressaient, c'était Monroe. Pour moi, Monroe, c'est la crème de la crème. Pareil. Donc, c'est beaucoup, d'accord là-dessus. Donc, Monroe, pour moi, c'était vraiment le meilleur. Et après, limite, je préférais même Adaline, etc., à Nick, quoi. Et même Hank, limite, je le trouve aussi intéressant que Nick, tu vois. Alors qu'il est vraiment pas très développé, et voilà. Et en fait, dans la saison 3, je trouve qu'il commençait à prendre une importance de malade, à prendre en plus des décisions couillues, etc. Ouais. Et ça se jouait aussi dans sa voix, je veux dire, c'est ce que je disais avec mon autre ami, c'est que en VO, voilà, tu sens qu'il est badass et tout, et en VF, pas tellement. Et là, je trouvais qu'il commençait enfin à trouver sa voix et à être un peu... c'est une comparaison très bizarre, mais un peu le Captain America, tu vois, il commence à devenir le chef de l'équipe, parce que finalement, il y a une petite équipe qui se forme, tu vois. Et donc là, j'étais là, oh, trop bien, trop bien, trop bien. Et là, il perd ses pouvoirs. Et là, j'étais là... En fait, bizarrement, sa voix et sa badassitude allaient avec ses pouvoirs. Et là, le fait qu'il prenne plein de décisions, etc., il commence à être super, et d'un seul coup, il a plus ses pouvoirs, et j'étais là, oh, il va devenir inintéressant total, bon, après, le peu que j'ai vu lorsqu'il était aveugle, je le trouvais franchement super bien foutu. Super bien joué, son infirmité, je l'ai trouvé vraiment bien joué. Mais bon. Et donc après, sinon, pour les voix, encore une fois, vu que j'ai un peu fait VOVF, c'était Monroe, par contre, pour le coup. Je préfère 1000 fois la voix VF. Ouais. Et moi, je crois que j'ai dû regarder un épisode en VF, et vu que ça m'a pas botté du tout, j'ai repassé en VO, et du coup, j'ai aucun souvenir de la VF. La VF de Monroe, je ne sais plus, c'est une voix connue, la VF de Monroe, en fait. D'accord. Mais je sais plus qui, mais
En fait, c'est la voix du mec super sympa, quoi. C'est la voix du, ouais, bah, enfin, ce qu'est Monroe, quoi. C'est la voix du mec super intéressant, super sympa, que tout le monde aime, et voilà, enfin. Alors que quand je l'ai vu en VO, Monroe, je me suis dit, putain, mais sa voix, elle est vachement, bah, elle fait peur, je trouve, enfin, elle est presque, ouais, voilà, je la trouve presque antipathique, tu vois. Genre, il parle et j'ai pas envie de l'aimer, tu vois. Ah C'est bon, très bizarre. Elle se trouve pas du tout en fait. Après, c'est peut-être une question d'habitude, hein, encore Ouais, une fois. Parce que c'est pour ça aussi que j'hésitais à poser cette question VOVF. Parce que VOVF, finalement, ça relève de préférences personnelles et d'habitude, quoi. Donc, Ouais, beaucoup, c'est vrai. Donc c'est dur de... Donc du coup, je pense qu'on peut finir là-dessus. Ouais. Donc toi, t'es plutôt VF, et moi, je suis plutôt Moi, VO plutôt pour VF, Greg. ouais. Voilà, exactement. C'est parti pour la suivante. Donc c'est à toi de piocher. Ah. Je suis tombé sur une autre question. En plus, on gère, là, parce que... Eh Rien bien, n'empêche qu'il tombe sur une de ces questions, mais depuis tout à l'heure, on arrive à gérer pour qu'il tombe ouais. sur les miennes. C'est incroyable. Bah, et puis on arrive à gérer aussi. Je pensais Allez. pas autant durer sur une question. Ah, c'est vrai. Donc c'est encore une de mes miennes, donc on gère tellement dans le hasard. Le hasard est avec nous. Alors, bah, Monroe, Ah bah justement. tiens. Non mais... Incroyable. La chance nous sourit. Donc, Monroe, Bloodbad. Donc, Bloodbad, c'est... Un loup-garou. Un loup-garou. Repenti. Donc, entre guillemets, je m'y repenti. Je vais expliquer pourquoi. Archétype trop peu exploité. Alors, donc Monroe, donc qui est un peu l'acolyte principal très rapidement donc dans la série Grimm de Nick, donc est un bloodbad. Donc en fait c'est un peu un Wesson assez badass, tu vois. Ouais. Donc c'est le loup-garou, donc c'est un peu de la violence, côté sanguinaire. Tous les contes avec les loups-garous des Grimm qu'on connaît, le loup-garou c'est un peu la figure obscure par excellence. C'est ça. Et donc en fait celui-là, je crois qu'il est végétarien. Ouais, il est végétarien. En fait, il essaie de se repentir et donc d'être un mec assez cool. Et donc ça crée un personnage avec un double sens un peu. Il a cette créature en lui sombre et vachement puissante et il essaie de la maîtriser et d'être assez pacifique en fait. Bah et puis enfin oui, je veux dire même dans son personnage entier quoi, il y a des traits vraiment très pacifiques quoi, je veux dire c'est pas lui à un moment il y a une scène où il fête Noël. Enfin, c'est vraiment rigolo. Ah oui, il est super marrant comme personne, en fait, il a des tics assez bizarres, il a des importances incroyables au fait, ses maisons sont surdécorées à mort et tout, enfin c'est incroyable. Et vraiment, enfin voilà, c'est le grand gentil. Bah voilà, en fait, c'est le personnage qu'on pas, prend quoi, direct en sympathie et que on aime beaucoup, enfin il est vachement drôle et tout. Et donc en fait, je trouvais que justement les scénaristes n'utilisaient pas ce côté puissance contenue assez bien, assez souvent. On se retrouve avec des situations où est-ce qu'il devient le bloodbad assez badass, ou est-ce que il s'en sert en fait, il sert de cette puissance pour justement arriver à ses fins, enfin aider ses potes et tout ça. Il y a même un passage où est-ce qu'il retrouve une de ses ex-copines qui était bloodbad et il est sur le point de rechuter, enfin il se réveille en gros avec du sang sur lui et tout, c'est plus ce qu'il a fait, il a dit non c'est pas pour moi, faut que j'arrête absolument. Et donc ils ont joué un peu là-dessus, je crois que c'est un des passages où ils ont joué le plus, et on retrouve moins ça. Et en fait, je trouve qu'il y a peut-être moyen de plus utiliser cette puissance qu'il a en lui pour... j'aimerais mieux le voir en Monroe qui prend des décisions fortes parce qu'il a un pouvoir fort et qu'il peut le faire en fait. Bah, d'autant que je suis assez d'accord avec toi parce que même quand on le voit justement avec donc une de ses c'est une de ses ex hein, c'est ça. Ouais voilà, c'est ça. Voilà. Donc quand on le voit avec une de ses ex, je trouve que justement ils ont pas même à ce moment-là pas assez joué sur cette double personnalité. Dans le sens où c'est un peu d'un seul coup, voilà, c'est bon, je suis passé du côté obscur. Voilà, c'est bon, je suis revenu bien. Voilà, c'est vrai. Il y a pas d'hésitation, vraiment. Il y a pas de tremblement, il y a pas d'instabilité. En fait. Alors qu'en plus, enfin, vu l'acteur, je trouve qu'il pourrait très bien le faire. Enfin, je trouve que il surgère son personnage, mais que ceux qui écrivent justement ne lui donnent pas l'occasion d'aller puiser tout ce qu'il y a. D'ailleurs, c'est assez bizarre. Enfin, là, je suis en train de repenser à ça, mais rétrospectivement, dans le premier épisode, Monroe arrive tout de suite, hein, il me semble. Ou dans le deuxième il me semble que c'est dans le premier. En fait, le premier, c'est une intrigue où est-ce que ça commence avec une joggeuse qui se retrouve en fait assassinée dans les bois. Et donc en fait, il est très vite mené en fait en suivant la piste de la joggeuse à la maison de Monroe. Et donc c'est là la première rencontre. Et bah justement cette rencontre, Monroe qui est censé être super pacifiste, etc. La première fois qu'on voit Monroe, il saute en cassant sa fenêtre. En y repensant, quand on a vu toute la saison, on dit mais pourquoi il a fait ça Il saute à travers sa fenêtre sur Nick. Et enfin. Finalement, c'est très violent comme réaction et je trouve que là, pour le coup, ça ne va pas avec le personnage de Monroe parce que il est très violent sans aucune raison. Enfin, je veux dire, c'est assez drôle parce qu'on dit mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça quoi. Il y a quelqu'un dans sa propriété, juste, c'est pas un truc fou quoi. Il y a quelqu'un dans son jardin. Bon,
et il pète sa fenêtre en sautant à travers, enfin, c'est vraiment c'est bizarre. assez disproportionné. Bah ouais, surtout avec ce qu'on dit justement, qu'il est assez pacifique, etc. Je trouve cette réaction bizarre, donc peut-être quoi, les scénaristes ou, enfin peut-être l'acteur, mais j'en doute. Je pense vraiment que c'est les scénaristes, ne jouent pas assez sur la gradation du méchant au gentil, tu vois. Ouais. C'est C'est pas méchant gentil en fait, c'est calme, oui, voilà. instable et ouais, sombre voilà. en fait. Mais c'est trop extrême, on va dire. Il y a pas Voilà. assez de d'échelle entre l'un et l'autre, quoi. Ouais, je suis assez c'est d'accord ça. avec toi, ça. Bon bah du coup, ça on l'a torché assez vite. Ouais. Donc moi je pense que Woody c'est trop peu utilisé. Enfin, Ouais. Enfin, le personnage est assez intéressant, assez complet, mais que il pourrait aller plus loin et que c'est pas assez utilisé son côté donc sombre et gentil. Voilà. Bah et puis ouais, pour compléter et dire un dernier truc, pareil, je veux dire quand il combat, enfin il y a pas de, enfin c'est rare qu'il se pose des questions en se disant ah putain est-ce que j'ai le droit de foutre un pain un machin. Ouais. Genre à un moment il arrache un bras à quelqu'un quoi. Ouais. Il s'en veut à moitié, mais n'empêche il a pas trop hésité, il lui a arraché le bras quoi. Enfin, donc ça c'est vrai que c'est assez bizarre. Donc ouais, gradation, je suis d'accord avec toi, pas assez soutenu. La suite, Ouais. c'est à moi. Non, c'est à moi. Parce que Vas-y. c'est une des questions que tu as pioché. On va prendre celle-là, qui a l'air assez simple à ramasser. Une de tes questions, donc, grime, héritage, pillage ou prétexte. Donc pourquoi cette question? Alors, donc ouais. Donc là, on va parler justement des auteurs. Donc les frères Grimm. Et à savoir, justement, dans les créatures notamment, hein, parce que les intrigues finalement sont pas trop reprises, quoi. Ouais. Et justement, c'est là que la question se pose. C'est que, est-ce que on aurait pu avoir la même série sans mettre Grimm en titre et sans que Nick soit un descendant de Grimm? Enfin, je veux dire, limite, t'aurais dit, bon bah tu t'appelles Jean-Claude et t'es dans une destination de mecs qui s'appellent Jean-Claude et qui voient des monstres, ça m'aurait pas choqué, tu vois. Bah là, enfin, tu mets l'accent sur le côté un peu ridicule, donc forcément on se dit, ouais, il pourrait pas s'appeler Jean-Claude. Mais je trouve que le côté Grimm a son importance, ouais. Que ça aurait été des descendants de mecs qui avaient ce pouvoir-là, sans que c'est un ancrage dans la réalité comme ça, ça aurait été bien moins bien. Bien va voir, oui. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas, il y aurait moins d'intérêt et moins justement ce côté culturel, parce qu'il faut savoir que tous les monstres, les intrigues ont vraiment cet ancrage et vont chercher des sources réelles en fait. Donc en fait t'as la série qui fait un peu ça entre les univers fantastiques et contes, et c'est ça qui donne sa saveur et son côté vachement intéressant. Et donc je trouve que le fait qu'ils aient réutilisé Grimm, c'est judicieux, c'est cool. Je trouve que c'est bien. Bah moi je trouve ça sympa, mais encore une fois j'ai l'impression que c'est, enfin peut-être bah du coup peut-être pas assez exploité, tu vois. Je trouve que c'est plus un prétexte dans le sens où oui voilà ils prennent vraiment de tous bords. Je trouve ça bien, ça fait un truc multiculturel vachement sympa. Mais finalement ouais c'est pas resserré sur Grimm. Pourquoi Grimm quoi. Enfin et par exemple, moi je dirais que c'est un demi-prétexte, que ça leur sert en fait à lancer le truc, que c'est une base assez solide et qu'au final derrière après ils se font plaisir, ils vont chercher un peu de partout. Mais que c'est vrai que c'est pas non plus que Grimm, ça aurait pu être autre chose presque, mais que enfin. Mais après pareil, c'est dur cette question. C'est dur d'apporter une réponse vraiment très claire en fait. Mais pareil, donc par rapport aux créatures pour le coup, il y a des créatures qui me semblent entre guillemets mal foutues. Enfin, c'est par exemple moi toutes les créatures je les trouve vachement swag. Mais par contre les dragons pour le coup, je m'attendais à un truc un peu plus balèze, tu vois. Et finalement, en fait, c'est tous des humains avec des têtes d'œufs, tu vois. C'est tous des humains avec des têtes d'animaux. Et ça, c'est un autre truc qui m'a dérangé à un moment. C'est que c'est plus du fantastique vraiment. C'est du totémisme, quoi. C'est on prend tous les animaux, tu vois. Il y a pas, enfin, il me semble pas. Hein. Il me semble pas qu'il y ait un homme, je sais pas moi. Enfin ouais, il y a un homme dragon, mais tu vois, pour moi, c'est encore un animal à la limite, tu vois. Enfin, moi je trouvais ça vraiment bizarre aussi ce point-là. Je serais pas à l'expliquer davantage, c'est ça qui est dommage aussi. Après, ce qu'il faut savoir, enfin, pour le moment on n'en a pas encore vu, mais à chaque fois en fait les Vessons c'est des mélanges de deux choses qui existent. Par exemple, c'est un homme loup, quoi. Pour caricaturer très rapidement. Donc, il existe donc des hommes dragons. Et peut-être que dans l'univers en fait de Grimm, il existe vraiment des dragons aussi, tu vois. Bah oui, moi c'est ça que j'aimerais bien. Ouais, moi c'est ça que j'aurais aimé voir en fait quand ils ont annoncé qu'il y avait des dragons et que je me rends compte que c'est des hommes dragons, j'étais moins chaud quoi. Enfin, mais après il y a des persos pour le coup. Ouais non en fait je dis ça, mais en même temps il y a quand même des hommes trolls à moitié. Enfin
ogre. Il y a un ogre, il me Ouais. semble. Ça, ouais. Un gobelin aussi, c'est celui qui est sur internet. C'est des trucs assez, ouais, c'est bizarre aussi. Il y a un Barbe Bleue. J'ai trouvé vachement bien fait aussi. Enfin ouais, donc c'est vrai que finalement... Bah du coup, vu que cette question, on sait pas vraiment la trancher, on a été assez vite, on peut peut-être faire une petite question subsidiaire. La créature qui t'a le plus marqué, enfin la créature que tu trouves vraiment badass, quoi. Alors ouais, ça va être chaud, tiens. Ça va être vachement chaud. Il me semble que, je sais plus dans quelle saison, Grimm est amené à affronter un truc que donc les mecs qui sont posés en Allemagne, donc c'est-à-dire les Zorichi, donc c'est un peu les méchants, quoi, lui envoient une espèce de tigre à dents de sabre, un truc comme ça. Ouais. Et j'ai trouvé pas le tigre à dents de Un sabre, Smilodon. ouais, donc c'est ça. Pas lui en lui-même incroyable, mais la mise en scène assez... en fait, t'as vraiment l'impression que c'est une créature de ouf et qu'il va te prendre dans la tronche, en fait. Tu retrouves le conteneur avec massant et tout. Ouais, c'est ça que j'étais assez impressionné par ça. Mais après, donc tu m'as demandé c'est laquelle est ma préférée, c'est ça bah, ça, en fait, je ne saurais pas... Il faudrait que je revoie tout pour vraiment me décider. Parce qu'il y en a tellement que là, j'ai pas tout en tête. C'est vrai que ça va être chaud, c'est chaud de me dire... Bah, ouais. J'aime beaucoup. Et Beast, en fait. J'aime beaucoup le côté... Bah, pour le coup, les Beast, je dis ça vite fait. Ouais. C'est celle qui m'intéresse le moins parce que sorcière je trouve ça trop banal entre guillemets. Ouais, mais justement il y a un côté plus profond à la sorcière, c'est pas la sorcière juste chapeau pointu qui répare des potions et qui lance des sorts en fait. Je trouve qu'il y a un côté vraiment malsain, assez gore, assez violent, tu vois, dans la déformation du visage complètement décharné et tout quand elle se transforme. Et enfin tout le côté psychique, je trouve, enfin c'est vraiment des archétypes que j'aime bien, enfin je trouve ça assez vachement stylé, ça me plaît beaucoup en fait. Moi je pense que je passe tirer sur Beast, tu vois, spontanément comme ça. Et peut-être que je change, enfin peut-être que ça serait pas une réponse définitive si j'avais vraiment un log panel devant moi en disant genre lequel est mieux. Et là je dirais Beast. Ouais. Bon, moi en vrai pareil, hein, je saurais pas dire, il y en a beaucoup qui me plaisent. Bah Barbe Bleue, je l'ai vraiment trouvé bien foutu. Les guérisseurs russes, ils sont très bizarres mais je les ai trouvés super bien. C'est vrai. Le gobelin d'internet, je l'ai trouvé super bien. Et je pense celui que j'ai vraiment enfin les deux que j'ai le plus aimé parce que je ne les connaissais pas ou pas bien. Donc celui que je connaissais pas bien, c'était le Baron Samedi. Déjà, en fait, là, c'est encore plus particulier parce que il mélange le Baron Samedi à un poisson, à un homme. Grosso modo, c'est ça. Et là, le poisson qui balance du poison et tout ça. Enfin, j'ai franchement bien aimé parce que souvent, c'est ça aussi qui est bien avec ces créatures-là, c'est que souvent il y a des explications à moitié réalistes, tu vois. C'est genre, par exemple, l'ogre. C'est en fait, c'est un ogre, etc. Mais on pourrait dire qu'il a la maladie des os de verre, il me semble, c'est ça. Hein. Et du coup, il est v'là badass et tout, mais on peut lui casser les os facilement, quoi. Et il y a des trucs comme ça, tu vois. Il y a des explications. Pour les dragons, pareil, il y avait une explication. Ils peuvent cracher du feu parce que en fait, ils ont une glande, voilà. Et ou bien une femme, c'était la poule aux œufs d'or, le conte dont c'était inspiré. Donc une femme qui pondait des œufs et qui garder son œuf dans la gorge, ça c'était vachement dégueulasse. Et voilà, donc il y a vraiment des caractéristiques super sympas. Et du coup, je pense Baron Samedi, c'est l'un que j'ai préféré. Et celui que j'ai vraiment super kiffé, parce que pour le coup je le connaissais pas du tout, c'est Krampus. Le Père Fouettard, entre guillemets, je sais pas. Le Père Noël maléfique, et lui, je l'ai trouvé tellement génial, parce que lui, pour le coup, comme Baron Samedi, mais lui notamment, après, je suis allé sur internet, j'ai pris des pages et des pages, j'ai lu des tonnes de choses sur lui, quoi, parce que je trouvais ça vachement intéressant, et d'autant plus intéressant que Noël, c'est un truc que tout le monde connaît, et là, finalement, Krampus, on savait pas grand chose dessus, alors que c'est un truc méga connu, apparemment. Donc, et il y a plusieurs créatures, il y a une créature, alors ça, je sais pas si tu te souviendras, je me demande si c'était pas, c'était genre Chupacabra. Je pense que voilà. Tout à fait. Et le Chupacabra, pareil, tu vois. Voir dans l'épisode que c'était une telle frayeur, entre guillemets, et qu'il y avait autant de trucs dessus, alors que moi je me disais, le Chupacabra, c'est, comment dire, ça a une mythologie, mais c'est pas très poussé, tu vois, c'est plus, ça fait plus genre creepypasta, tu vois. Ouais. Et là, voir que dans une communauté, il y a vraiment une frayeur du Chupacabra, mais un truc de déglingo, je suis là, putain, mais en fait, le Chupacabra, c'est notre monstre sous le lit, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, c'est quand même vachement marquant, et on connaissait pas forcément plus en avant, quoi. Donc ça, j'ai trouvé super intéressant. D'ailleurs, que tu parles de ça, ça m'a rappelé un autre Wesson que je trouve trop bien, en fait, qui pourrait presque arriver au niveau de l'Exxon Beast dans mon échelle, des trucs trop bien. C'est la Swang.
C'est quoi ça déjà? En Ça me fait, dit un donc, c'est un Wesson, je crois qu'il est un peu noir-bleu, il a une longue langue en fait, Ah oui. et quand il approche, il fait claquer sa langue. Donc ça, c'est culture chinoise, il me semble. Ouais, Ouais. il me semble bien. Il fait claquer sa langue, et en fait ça fait un bruit mais vachement Ah. flippant. Et j'ai trouvé ça trop cool, tu vois, c'est assez flippant et Ouais, ça c'est vachement- genre bruit, genre alien, Ouais, et c'est- pendant tout le long, t'es, oh putain. c'est trop... Ah, c'est vrai que celui-là, il Je trouve était vachement stylé. grave classe, ouais. Et lui, pour le coup, il était un peu moins banal, on va dire, que les autres, parce que c'était un homme quelque chose, mais dans tout son corps. Ouais, Parce que, c'était pas uniquement le visage. ouais, en fait, souvent, on voilà. voit que leur visage se transformer, et là, c'était vraiment... ils se Et- déplaçaient sur les murs et tout. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai l'impression qu'ils qu'ils partent de plus en plus justement dans des vaisseaux bien plus travaillés. Ah ouais. Parce que là, ce qu'on rencontre dans les derniers épisodes, c'est vraiment des trucs qui se transforment totalement. Ah oui, Enfin, c'est d'accord. des Ah, trucs, bah, c'est sympa ça, je pense. Enfin, ça, je veux bien, mais je pense. D'ailleurs, un truc qui n'a pas forcément spécialement de rapport avec la question directement, mais que on n'a pas précisé, que je trouve assez cool justement de dire, c'est que justement les créatures qu'on rencontre ne sont pas uniquement tirées des contes pour dire tiens on va faire un loup-garou, ça vient de ce conte-là. C'est que la méthode en fait pour les vaincre entre guillemets et leurs faiblesses et tout correspond vraiment aux caractéristiques des contes. Donc par exemple, je rappelle qu'à un moment il affronte des loups-garous et il se rend compte dans un conte, dans un livre qu'il trouve, qu'ils ont un point faible sur le flanc et il se sert de ça justement. Ouais. Et ça, je trouvais que ça t'ancre. Enfin, qui se sert des vrais contes pour trouver les faiblesses des créatures qu'il Ouais. rencontre, je trouve ça cool. Ah, c'est bien foutu, C'est une petite ouais. parenthèse que je voulais faire. Oh, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, du coup, on a plutôt bien torché cette question. Là, je pense. Donc, on enchaîne avec la prochaine question, puisqu'on Tout a à terminé. Et donc, c'est à moi de la Ouais. prendre. Exactement. Alors, Attention. toujours avec une main, hein, voilà. Enfin, une main, un crochet aussi. Tu perds tout le mérite, là. Là, c'est les moments les plus intéressants de YouTube, quoi. Alors. Encore une question à toi, mais on est vraiment... Voilà. Structure de la série. Épisodique ou continuité? Vas-y, je Ouais, te laisse, alors, donc, en fait, j'ai posé cette question simplement parce que on retrouve un peu des deux tout au long de Grimm. C'est-à-dire que dans chaque épisode, généralement, on peut dire en Mhm. gros, on a une intrigue qui qui démarre au début de l'épisode et qui sera terminée à la fin de Enfin. l'épisode. C'est-à-dire que ça va être une enquête qui va souvent l'amener à rencontrer de nouveaux Mason, de nouveaux personnages et tout ça. Et donc ça c'était, une fois que t'as passé Voilà. l'épisode, tu reviens très rarement, de temps en temps dans d'autres épisodes tu revois quelques personnages, mais généralement c'est bouclé, donc c'est sous format ce que j'appelle épisodique. En parallèle, ils vont évoluer donc une histoire bien plus vaste, bien plus large au niveau de l'univers et tout. Et donc en fait t'as un peu les deux qui s'entrecroisent, et pour revenir au fait que on se demande si des fois les scénaristes ne sont pas, sont assez hésitants avec les outils qu'ils ont en main. Donc j'ai l'impression qu'ils savent pas trop ce qu'ils préfèrent. C'est-à-dire que l'histoire, donc la ligne directrice continue lentement. Ouais. Au début surtout continue très lentement des fois. Et des fois il y a des petits coups d'accélération, donc ça s'arrête. Et en fait j'aimerais bien moi qu'ils exploitent bien plus justement la continuité. Et c'est juste qu'ils arrivent, ils arrivent bien mieux à le faire dans les derniers épisodes. T'as toujours cet espace de, cette enquête qui commence et qui se termine, mais tu sens que la ligne continuité elle commence à, tu vois, à tirer son bout de couverture et qu'on en voit de plus en plus. J'avais l'impression notamment à partir de la saison 3 que y avait de moins en moins d'épisodes qui racontaient une aventure, et que c'était vraiment... d'ailleurs il y a des épisodes suite, par exemple la fin de la saison 2 avec le Baron Samedi, je crois ça dure 2-3 épisodes quoi. Donc c'est vrai que ça commence à se délier quoi. Après moi je sais que justement ça me rappelle les structures du 3/4 des séries policières actuelles quoi. C'est-à-dire que ce soit Esprit criminel, NCIS, voilà, c'est toujours première saison, deuxième saison, une aventure par épisode. Puis après, on commence à montrer qu'il y a des histoires d'amour, il y a des machins, il y a des trucs, et il y a un machin qui a tué le père de trucs, et voilà. Et après, ça devient du coup des grosses aventures, mais encore une fois, ça devient des grosses aventures de 2-3 épisodes, quoi. Ça prend pas la place entièrement. Alors que là, dans Grimm, et c'est ça que j'aime beaucoup, comparé à ce qui se passe dans les séries policières en général, c'est que là, c'est pas des histoires d'amour à la con, c'est pas des machins à tuer machin, oh là là, il faut trouver l'agresseur, machin. C'est, là justement, le côté fantastique prend vachement bien la relève du côté policier, je trouve. Ouais. C'est vraiment, et c'est pour ça que de plus en plus, je trouve, il y a de plus en plus, il y a de moins en moins, d'épisodes, focalisés sur une aventure, et on a de plus en plus, des trucs qui grossissent, des intrigues qui sont vraiment, qui prennent les épisodes entiers, quoi. C'est, par exemple, le réapprentissage des pouvoirs d'Adalind,
c'est pendant, je pense, 5-6 Ouais, ça épisodes, dure assez longtemps. où on voit à chaque fois, un épisode c'est 40 minutes, hein, un truc comme ça. À peu près, ouais, en moyenne. Voilà. Et on va dire pendant 5-6 épisodes, juste pour ce moment d'intrigue, ça dure à mon avis une bonne 5-6 minutes d'épisode, quoi. Donc 5-6 fois 5, tu vois, ça, au final, on arrive à un épisode, ouais. enfin, l'intrigue devient quand même vachement importante. Et ça, j'aime vraiment beaucoup, quoi. Et du coup, tu voudrais justement plus de cette côté intrigue sur le long terme, ou plus d'épisodes, d'histoires qui commencent et se terminent en un épisode? Là, comme ça, spontanément, je dirais l'intrigue, parce que je sens qu'elle est intéressante, etc. Mais en même temps, en y réfléchissant à 2 fois, je me dis, ouais, mais justement, ce que j'ai bien aimé au début, c'est de découvrir des nouvelles créatures à chaque fois, tu vois. Donc, je suis un peu partagé. Après, c'est vrai que, à force de voir des créatures, je me dis, justement, c'était un peu ce que je voulais dire tout à l'heure avec les animaux. C'est un peu genre maintenant musée, c'est un peu bestiaire, tu vois. Ouais. C'est bon, attends, on n'a pas encore fait l'homme ver de terre, vas-y. Ouais, tu vois. Donc c'est vrai que tant qu'il continue à y avoir des contes derrière ou des légendes ou intéressantes, ça me dérange pas. Ouais, c'est vrai Après, que tant que c'est bien, pourquoi ouais, voilà. pourquoi s'arrêter, j'ai envie de dire. Je veux dire, c'est pour ça aussi. Par exemple, on peut voir une différence et une évolution. C'est qu'au début, c'était justement beaucoup des animaux, et là, vers la fin, les derniers, c'était des animaux un peu plus comment dire, fantastiques. Donc carrément, ouais. c'était un peu genre de la comment ça s'appelle, de la cryptologie. Enfin, voilà. C'est bien moins des Voilà. cochons, des lapins, et bien plus des trucs. Oui, voilà. Donc il y a quand même une évolution. Par exemple, Krampus, tu vois, d'un seul coup, ça devient plus un animal machin, ça devient on a trouvé une légende d'une autre culture qui est vachement plus sympa et tout, on vous la met, voilà. Ouais. Et donc ouais, moi j'aime bien qu'on me serve plein de légendes comme ça multiculturelles, enfin j'aime assez, mais c'est vrai que l'intrigue elle a l'air tellement bien aussi. Et pourtant encore une fois, tu vois, enfin c'est vraiment partagé. Parce que par exemple au début le ferrat etc, quand on en parlait, mais j'étais là, oh là ça va me casser les couilles, enfin moi j'en ai rien à foutre de ce qui se passe en Allemagne machin. Et en fait plus ça se rapproche de Nick, plus ça devient super intéressant quand même. Justement, moi j'adore ce côté épisodique qui permet justement d'en apprendre un peu plus à chaque fois sur l'univers, donc surtout le côté donc écrit des Grimm et tout ça, donc j'aime beaucoup ça. Mais il y a un truc qui dure depuis le début de la saison 1, épisode 1, qui n'avance pas, ou très peu, et ça m'énerve. Et justement, ils ont un truc et j'ai l'impression qu'ils savent vraiment pas quoi faire. Donc en fait, c'est le délire des clés. Tu t'en rappelles? Donc en fait, au début, quand on m'a présenté ça dans le premier épisode, en gros, je crois que la tante donne une clé. Donc à Nick, donc en fait c'est une espèce de clé assez insolite puisqu'elle se déplie et permet de faire une impression d'un bout de carte sur donc sur une feuille. Et il y en a 7 en tout, il me semble. Je sais plus combien il y en a exactement, mais en gros quand on a présenté ça, j'ai dit c'est l'intrigue principale, ça va se tourner autour de ça. Et en fait pas du tout. Des fois on n'entend plus parler du tout. Je crois que là ils en sont à 2 clés, en 4 saisons, ok d'accord. C'est Fort Boyard maintenant. Et en fait, donc, en gros, donc les clés permettraient de déverrouiller un trésor que les Templiers avaient trouvé, on sait pas ce qu'il y a dedans, mais on sait que ça va être trop bien. Et donc t'as le Ferrat, donc c'est donc une organisation un peu royale de Wesen, donc qui essaie de s'approprier les clés, contre le Grimm, donc forcément qui essaie de s'approprier lui aussi. Mais voilà. Et j'aimerais, un de mes fantasmes, tu vois, un truc que je rêverais qu'il fasse dans la série, c'est beaucoup plus la recherche des clés. Ne plus amener la culture à Portland, mais amener Portland à la culture. C'est-à-dire beaucoup plus de voyages dans le monde, tu vois. J'aimerais bien je sais pas, voir un épisode de Grimm en Égypte avec le diarrhée égyptienne, tu vois. J'aimerais trop qu'ils aillent chercher, qu'ils se disent, on peut plus laisser cette intrigue des clés en retrait, il faut qu'on y aille, allons-y, tu vois, la petite bande et tout qui partent et qu'ils aillent, je sais pas, faire le tour du monde, entre guillemets, et encore, chercher les clés, tu vois. Ils le font déjà beaucoup, on part souvent en Allemagne, en Pologne aussi, il me semble, à un moment, donc voilà. Et voilà, on voit ce qui se passe. Mais c'est pas Nick qui va. Voilà. Et là, je pense... Il y a des relations entre les pays assez minces, mais il n'y a pas de... Voilà, c'est ça. Et je pense que, pour aller dans ce mouvement, je pense que ça serait d'autant plus intéressant de voir Nick partir, dans le sens où, encore une fois, sur l'effet bestiaire, au bout d'un moment, tu te dis, attends, mais il y a plein de Wesen, il y en a des centaines de milliers de millions, mais personne les connaît, mais ils sont là dans toute la population, et tu te demandes, mais il y a plus d'humains, quoi. Moi, au bout d'un moment, j'étais là, attends, mais Portland, c'est que des Wesen, il y a pas d'humains, ouais. Et c'est vrai que c'est assez bizarre, il faudrait peut-être l'exporter. Et justement, j'aimerais bien qu'ils utilisent donc la ligne principale des clés pour faire, ils s'en servent comme support pour faire aussi garder le délire épisodique. Je sais pas, par exemple, ils partent en Allemagne chercher une clé, et là, donc il y a une intrigue qui commence au début de leur voyage en Allemagne, qui se termine à la fin,
et ça coupe pas la ligne principale, ça et se avec met dessus. une créature qu'on peut voilà, pas exactement. trouver à Portland entre Exactement, guillemets. voilà. Donc ça j'aimerais énormément Ouais, ça serait vachement bien ça. Et je vais dire un truc super important, je me rappelle plus, donc quand il est, peut-être que ça reviendra. Bah justement après je peux revenir aussi sur les clés. Il me semble qu'il en a une deuxième, etc. Mais Ouais, il en trouve une deuxième, c'est je ça. sais même pas s'il en trouve deux. Enfin, il me semblait qu'il y en avait deux, la deuxième et la troisième dans la foulée, quoi. Et que c'était d'un seul coup, tu vois. Non, je crois qu'il en a que deux, parce que je Que me rappelle deux bien, en fait, l'image de la scène où est-ce qu'ils impriment la deuxième partie, Ah ouais. à côté de la première, et qu'ils voient que c'est dans une forêt en Allemagne, et la forêt noire, je sais pas quoi. Et donc, ils savent pas, en fait. autant pour moi, alors. Il y a vraiment beaucoup Mais mais ouais, c'est vrai que ouais, j'y avais pas pensé, mais ouais, les clés ça n'avance pas. Et pour le coup, ça pourrait être vraiment, enfin, je pense que même les scénaristes, parce que tu disais les scénaristes savent pas quoi en foutre, mais je pense que si les scénaristes savent que ça sera la pierre finale du truc, tu vois. Mais après, faut que ça soit assez bien développé pendant toute la série pour pas que ça fasse. Eh ben si, mais nous les clés, on veut que ça soit le truc final. Ah bah, Ouais, on n'a mais- pas parlé, mais on balance tout d'un coup. Tu vois, par exemple, pour faire un parallèle avec une série que j'avais regardée, c'était Merlin. Donc, en Ouais. fait, le délire de la série, dès le début, c'est que, en gros, Merlin a des pouvoirs magiques, Arthur le sait pas, et donc, en fait, tout le monde sait ça. Et donc, t'as une espèce de frustration où on sait que l'intrigue principale, c'est ça, et ils s'en servent vraiment dans la scène finale, et après, t'as plus rien. Et tu dis, putain, quel gâchis, quoi. Parce que, enfin, ils font durer le suspense bien trop longtemps, et j'aurais tellement aimé voir, justement, l'évolution des personnages avec la connaissance d'un autre. Et donc, c'est pour ça je que j'ai pense pas que envie. c'est ce qui va arriver avec les clés. Bah moi peut-être, j'ai pas envie justement qu'ils gâchent ça en disant Ouais. on veut que ça soit la fin et qu'ils Ouais, fassent c'est un vrai. truc bâclé vite fait et ça y est c'est terminé. Et je viens de me rappeler de ce que je voulais dire. Vas-y. À mon avis, enfin s'ils vont jusqu'au bout de la série, je leur souhaite quand même, j'ai envie d'avoir une fin et pas coupée comme notre c'est série que clair. j'aime beaucoup. Vu que la carte, enfin le début de l'impression de la carte des clés est en Allemagne, je pense qu'ils vont être obligés à un moment d'aller en Allemagne. Ah oui, ça Donc, oui, je pense. il y a un voyage obligé, donc j'aimerais bien pour revenir à Mhm. ça qu'ils exploitent vraiment tout le globe et toutes les Ouais, cultures. Et puis en plus, la forêt noire, pour le coup, il y a moyen de mettre... Enfin, tu vois, limite, que dans la forêt noire, ça aille encore plus dans le fantastique, mais bien, quoi, ça me dérangerait pas, du coup. Enfin, Ouais. parce que, à contrario, par exemple, quand Adaline récupère ses pouvoirs, il y a un effet spécial dans un champ avec des fleurs et tout. Ouais, Enfin, je me rappelle. Ouais. j'ai trouvé pas ça terrible et j'ai trouvé ça un peu sorti de n'importe où, tu vois. Enfin, ça fait un peu... bah déjà, le personnage qui lui rend ses pouvoirs, entre guillemets, je l'aime pas beaucoup. Et je trouve qu'elle sort un peu de nulle part, et c'est un peu... vas-y, je vais rajouter du magique à fond, mais sans trop de raison, enfin je sais pas, enfin moi je trouve ça vraiment très bizarre. Alors que pour le coup, si c'était dans un lieu, genre la forêt noire, bah c'est obligé, tu vois, qu'il y a un truc... il pourrait y avoir des trucs beaucoup plus fous, quoi. Donc ouais, ce serait intéressant un voyage, je pense. Et d'ailleurs, une raison de plus qu'il voyage, je viens d'y penser, c'est qu'à chaque fois qu'il lit donc tous les journaux de ses ancêtres Grimm, c'est toujours des Grimm en voyage. En fait. Tu vois par exemple mon séjour en Tasmanie, j'ai croisé tel vaisseau et tout ça. Et donc j'aimerais bien que ça soit un Grimm qui devienne justement plus nomade. Vrai, ouais. Avec un truc sur le Bigfoot et tout. Voilà, il va faire des trucs, ouais. Bon bah je pense qu'on a fini cette question. Ouais, je pense qu'on peut passer à la suivante. Vas-y, je crois que c'est à moi de piocher, Ouais. si je me rappelle bien. Il n'en reste plus que 2. On arrive au bout. Alors, ah bah c'est une mienne. On n'aura pas... Ah. Quel dommage. Alors, la relation maître-disciple. Alors j'ai parlé de ça parce qu'en fait on retrouve beaucoup cette relation au sein de Grimm au fur et à mesure de la saison. Au début, on a Nick qui devient le nouveau Grimm, il sait absolument pas ce que c'est au départ, et c'est Monroe, qui lui évolue depuis sa tendre enfance dans cet univers, qui lui explique, qui lui explique les ficelles, comment ça marche, les relations qu'il y a entre les différents vaisseaux et tout ça. Donc ça fait un peu donc la relation maître-disciple et tout ça. Après, il commence à jouer encore plus là-dessus, c'est qu'il y a une deuxième Grimm qui arrive, qui ne savait pas. Donc, désolé pour le spoil. Hein. De toute façon, on a prévenu. Et donc il joue aussi sur cette relation donc maître-disciple. Et en fait, je trouve qu'il joue pas assez dessus encore une fois. Parce que j'aimerais bien... Trouble, je trouve elle part trop vite. Et elle est vachement badass aussi. C'est un personnage que j'ai kiffé quasiment dès le début. Oui, mais le fait qu'elle soit tellement badass, est-ce que justement ça l'empêche pas d'avoir une éducation en mode maître-disciple, tu vois? Est-ce qu'elle est pas trop indomptable entre guillemets? Justement, je trouvais que que Nick en tant que Grimm avait bien réussi à la sortir de son délire parce qu'elle était complètement perdue, tu vois. Elle se croyait folle, elle était un peu vandale et tout ça. Et il a bien réussi à la cerner, à lui expliquer tout ça. Et j'aurais bien voulu voir plus de Jedi Padawan entre guillemets, tu vois. Et surtout que
Je sais pas si elle va revenir, je le souhaite parce que c'est un personnage que j'adore. Et il y a une réplique que j'ai surkiffé où elle se travaille toujours avec un cavalier de la pièce d'échecs. Et je sais plus qui lui demande pourquoi, et elle lui dit j'aime bien parce que c'est la seule pièce qui bouge pas comme les autres. Et j'ai trouvé ce personnage-là qui va un peu au-delà des règles et tout, qui fait un peu à sa manière. Ça aurait pu, le disciple aurait pu aider le maître à évoluer, parce que justement Nick c'est un peu ce personnage-là. Des fois je me demande s'il avait pas ses pouvoirs, qu'est-ce qu'il voilà. Et ce serait pas intéressant. Ouais, j'ai envie qu'il fasse des trucs, Nick, tu vois, qui se servent de ses pouvoirs, qui prennent plus de décisions impactantes. Enfin, c'est un personnage. Tout le monde ne peut pas faire ça, tout le monde dit, il y a un crime, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et lui, j'ai pas l'impression qu'il se rend compte de qui il est, en fait. Il peut faire des trucs, quoi. Et donc, j'aurais bien aimé que cette relation disciple-maître soit beaucoup plus évolue, et pour que, le disciple aussi entraîne le maître. Ouais, c'est vrai, ça aurait pu. Peut-être après, encore une fois, c'est ce que tu disais, relation disciple-maître, il y en a énormément. Ouais, il y en a partout. Moi, une chose que j'ai vachement aimé, pour le coup, c'est donc en fait il y a une petite bande qui se crée autour de Nick, puisque finalement à la fin de la saison 3 quasi tous ses proches, qu'ils soient humains ou Vesen, savent qu'il est Grimm, et donc ils ont une petite troupe. Donc en gros c'est Nick, Juliette parfois, et encore du coup j'espère maintenant, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, que elle peut prendre une place méga importante. Donc est-ce qu'elle peut la prendre? Ouais, faut espérer. Après, il y a donc Rosalie, la copine de Monroe. Voilà. Je ne sais plus comment on appelle sa race, mais en gros, c'est une femme renarde. Donc justement, renard. Alors là, par contre, c'est son nom. Ouais. Donc c'est en le gros, patron, c'est le commissaire en fait. Ouais, c'est le commissaire de police de Portland. Donc hiérarchiquement, dans son délire de métier, c'est au-dessus de Nick en fait. Ah voilà. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que il est au-dessus de lui, et en même temps il est aussi Vesen. Ouais, en fait dans l'univers Vesen il est en dessous de lui parce que les Grimm c'est un peu la crainte absolue de Vesen. Et dans l'univers classique c'est lui qui dirige. Voilà, c'est ça. Et du coup il y a toujours des relations vachement ambiguës avec ce personnage là. Là on sait pas trop dans quel sens il va, qui il est. J'aurais plus tendance à dire qu'il est du côté de Nick vu ce qu'on a vu. Mais bon, il a pas mal de racines noirs, du côté du Verrat et tout ça. Et puis on le voit très souvent avec Adaline. Enfin, voilà. C'est assez bizarre. Mais enfin voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y a une petite troupe avec Hank aussi. Même limite à la fin, je me suis demandé comment il s'appelle le chinois. C'est pas vous? Wu. Ouais. Wu. Donc Wu, c'est un collègue, donc un policier aussi chinois et mais je me suis même demandé à un moment, à la fin d'un épisode, si elle allait pas être mise dans la confidence aussi et rejoindre la petite troupe, tu vois. Est-ce que je peux te spoil? Ou pas? Parce que, en fait, Tu vas déjà spoil en disant ça. Non, mais, en gros, ils ont fait évoluer le personnage d'une certaine façon. Est-ce que je te le dis, que je le dis pas? Je sens. Je vous les oreilles. Vas-y. Donc il est mis dans la confidence. Parce que, en fait, c'est un personnage, justement, pour revenir sur tes propos. Il n'est pas mis dans la confidence, mais il a été confronté à la Swang, le Vesen dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est une créature méga flippante, on peut le dire. Il est traumatisé à mort. Enfin, il est en hôpital psychiatrique. Ouais, il est vraiment trop instable, il va vraiment mal, quoi. Et déjà, à la base, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils disent pas? Je veux dire, ils s'en fichent total de lui, qu'est-ce qui se passe ou quoi? Et il est amené, je sais plus exactement comment, mais il est amené justement à le savoir. Et en plus, il prend un peu une position intéressante au niveau du groupe. Parce que vu que le groupe est assez soudé, se resserre, tu vois, ils ont tous un rôle particulier, tu vois. Nick c'est un peu l'homme d'action, tu vois, qui va donc taper la gueule des méchants et tout ça. Et lui il adore en fait que vous, justement quand il est dans la confidence, aller lire dans la caravane. Et donc en fait c'est lui qui commence à savoir directement qui est quel Vesen, et donc c'est dans les derniers épisodes, à chaque fois qu'il rencontre un Vesen, c'est vous qui dit je l'ai lu là, viens voir. Donc on le voit vachement plus. Ouais. Ah, ça c'est vachement bien. Mais pour le coup, du coup, ça marche bien avec ce duo maître-disciple. Je trouve que à chaque fois que quelqu'un entre dans la troupe, il faut tout le monde devient maître. Voilà. Et voilà, vas-y, prends plein d'infos dans la gueule, mais c'est tellement bien fait, tellement avec justement, tu vois, c'est pas c'est hyper compliqué, tu vas rien comprendre, voilà. C'est vraiment, ils sont tous, franchement, ouais, enfin, c'est bête à dire, hein, mais je trouve, on voit qu'il y a une forte relation d'amitié entre tous, quoi. Voilà. Et du coup, tu te dis, mais c'est la Dream Team, quoi. Ils sont vraiment super sympas, tous. Enfin, après, c'est, quand tu parles de forte relation, c'est un peu normal parce que quand, par exemple, ceux qui sont pas, ils sont des humains qui sont pas Grimm, donc je pense justement, donc à Wu, comment il s'appelle, à Hank.
quand ils donc c'est vachement choquant pour eux tu vois d'entrer dans cette nouvel univers, tu sais, c'est un peu une naissance tu vois dans un nouvel univers, et à chaque fois ils demandent donc soit à Monroe soit au Castor, je sais plus comment ça s'appelle, de se changer devant eux pour qu'ils d'un seul coup ils passent vraiment, tu vois, cette scène là c'est un peu comme une naissance, ils passent vraiment dans le truc, ils se disent aïe c'est là devant moi, je peux plus revenir en arrière, c'est terminé quoi, je sais ce que c'est, et je suis obligé de faire avec quoi. Et c'est pour ça qu'il y a une relation super forte, c'est que c'est eux qui les ont amenés dans cet univers-là, et c'est limite, tu vois, des pères et fils entre guillemets, tu vois. Mais en fait, ouais, voilà, il y a vraiment des étapes d'apprentissage finalement, en tout cas au sein de cette troupe, puisque c'est à chaque fois, il faut voir Monroe vogueux ou Rosalie, les deux, ou même le Castor justement. Après, faut emmener la personne dans la caravane. Dans la caravane. Lui montrer toutes les armes, lui montrer tous les bouquins, etc. Et enfin ouais, il y a vraiment des étapes, en général c'est toujours, ils sont choqués au début quoi. Au début c'est à chaque fois involontaire en fait. Ah c'est remise en cause de tout ce qu'ils savent en fait. Ça. Justement, c'est aussi intéressant, c'est que, par exemple, quand ils vont le voir à l'hôpital psychiatrique, etc., ils lui disent pas tout de suite encore. C'est encore après. Et du coup, là, pour le coup, je trouve ça bien qu'ils le sachent maintenant. Bon, je sais pas comment ça a été amené, mais de ce que tu m'en dis, je me dis, putain, c'est dommage, pourquoi ils l'ont pas dit justement directement à l'hôpital, tu vois. Parce que là, je trouve que c'était vachement bien choisi comme moment. En plus, il commençait à se sentir qu'il était, entre guillemets, soigné, tu vois. Enfin, en tout cas, il faisait bonne figure devant les autres. Et en fait, quand il était tout seul, il voyait des ombres et tout. Donc je trouve que ça aurait été le moment parfait pour lui balancer à la tronche. Bon bah si, en fait, c'est vrai. Et là, waouh, ça aurait été what the fuck dans sa tête. Bah déjà, ça fait un peu ça, quoi, parce que du coup, il sait que la Swamp, donc la créature qui le hante carrément, il est vrai, donc peut-être, tu vois, putain, c'est vrai, quoi. Mais en même temps, il pouvait pas revenir en arrière et dire c'est faux, parce qu'il c'est tellement de trucs qu'il peut pas faire sans. Et du coup, ça le soulage un peu de savoir que c'est vrai que c'est pas lui qui est fou. Mais en fait, le fait qu'il soit baptisé, entre guillemets, par ce Vaison qui est la Swamp, en fait, ça le rend badass, en fait, entièrement contre Vaison, parce que je me rappelle d'une scène qui est assez drôle, justement, où est-ce qu'il est face à un mec qui se transforme en mode, je vais trop te la mettre, et le mec, il lui fait, mon gars, je rencontre un Swamp, tu vois, et en fait, c'est lui qui lui met, tu vois. Et j'ai trouvé ça assez drôle et assez intéressant du personnage, parce qu'il devient fort directement, tu vois. Enfin, il a subi à mort. Mais il devient directement fort quand justement Nick et Hank lui expliquent et lui apprennent tout ça, quoi. Bah alors du coup c'est intéressant, mais du coup c'est un peu la même chose qu'Hank. Enfin il y a eu la même évolution que Hank. Moi j'aimerais bien un humain qui déjante totalement, mais enfin tu me diras Juliette c'est un peu ça peut-être, mais qui déjante totalement et qui n'arrive pas du tout à adhérer à ça, tu vois. Limite qui met en danger la troupe en disant putain mais moi je vais dire à tout le monde, je vais balancer ça aux médias ou j'en sais rien, tu vois. Un truc comme ça, je trouverais ça vachement intéressant aussi. Bah, le truc, moi ce que j'attends vraiment, c'est qu'ils arrivent à utiliser chacun des personnages pour en faire des personnages uniques et pas des doublons, justement. Comme tu me parles de Hank et de vous, ça va être super dur de leur donner chacun un rôle, en fait. Et s'ils arrivent à faire ça, je leur dis chapeau, tu vois, ça sera la cool. Et justement, ils essaient de donner, enfin je sais pas s'ils vont continuer à exploiter, mais pour le moment j'ai l'impression qu'ils essaient de donner à ce côté l'homme de la bibliothèque, tu vois, l'homme de la science qui sait directement quel vaisseau et tout, tu vois. Donc ça peut être sympa s'ils arrivent à bien exploiter tout ça. Et du coup, on s'est un peu éloigné de la question maître-disciple, mais on peut y revenir aussi par le biais, donc tu disais tout à l'heure, Monroe qui prend le rôle de celui du professeur, hein, clairement. Au début. Et d'ailleurs même pas que pour Nick, hein, plusieurs fois, donc que ce soit Hank, etc. Dès que quelqu'un comprend pas, finalement, c'est lui qu'on va voir parce que c'est lui qui explique le mieux, c'est lui qui est le plus sympathique. Enfin voilà. Et donc je voulais dire aussi justement par rapport à cette relation maître-disciple, j'ai l'impression que Rosalie, qu'on aurait pu croire assez effacée aussi, elle prend de plus en plus de place. Et de plus en plus, Rosalie montre aussi à Monroe que c'est pas tout rose ce qu'ils font. Et du coup, il y a plusieurs fois où Monroe-Rosalie devient un duo à part du groupe, et où ils ont plus de morale finalement. Et parce qu'ils connaissent ça depuis toujours, je pense, c'est pour ça que ça les touche plus forcément. Mais ça, je trouve ça vachement intéressant aussi, c'est que finalement, Rosalie devient le maître de Monroe presque. Je trouve. Carrément. C'est elle qui à chaque fois prend contact avec l'espèce de grande institution de justice des Vaison, puisque c'est elle qui a je sais plus, un délire avec sa famille. C'est elle qui tient le magasin donc d'épices où est-ce qu'ils utilisent toutes les potions, toutes les mixtures qui leur permettent de lutter ou de se défendre contre, toutes les créatures qu'ils rencontrent, quoi. Donc c'est vrai qu'elle est vachement indispensable, j'ai envie de dire. Enfin voilà. On arrête sur cette question? Je pense bien, Dernière question. C'est bien la dernière, hein. Oui.
hop. Bon, tout ça, je vais le couper au montage parce que c'est pas possible. Alors. Ah oui, la place du gore dans la série. Alors là, c'est moi qui ai posé cette question. Ouais. Bon, alors là, c'est peut-être particulier à moi, mais en fait, je n'aime aucun film d'horreur. Pas justement parce que je trouve que c'est pas des films d'horreur, et parce que je trouve que c'est que du gore. Sauf que le gore, pour le coup, l'horreur, je me fais flipper, mais ça me fascine et je trouve ça génial. Le gore me dégoûte et j'en ai peur, tu vois. Alors que je devrais avoir peur de l'horreur, tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup, moi, quand au début j'ai vu qu'il y avait des monstres bien foutus et tout, parce que tu vois, limite Charmed, même quand j'étais petit et tout, c'était pas super bien fait, ça me dérangeait pas. Mais moi qui ai vraiment du mal à voir des trucs d'horreur ou gore plutôt, quand j'ai vu des transformations, enfin genre rien que voir l'Exenbeast au premier épisode, j'étais là, oh putain. Ah, bah, après on voit le faucheur, c'est un faucheur, la première créature qui le tue finalement, c'est un faucheur. On voit le faucheur arriver en gueulant face caméra, bien dégueulasse et tout. Oh putain, mais moi je peux pas. Et il y a plusieurs épisodes de Grimm que j'ai regardé. Alors, en fait, donc je le mettais, je le réduisais. Du coup, c'est dans ma barre. Je passais ma souris dessus et du coup j'ai un petit carré d'aperçu. Et je regardais en petit carré d'aperçu en mode ah ouais d'accord, il se passe ça, c'est bon, je peux regarder. Mais en vrai, je trouve le gore vachement important dans Grimm et en même temps. Même moi qui ai super peur de ça, etc., bah je trouve que c'est juste bien dosé en fait. Il y a pas de scène où je me suis dit c'est vraiment dégueulasse. Enfin, où je me suis dit dégueulasse oui, mais utile, tu vois. Il y a pas de scène où je me suis dit c'est dégueulasse pour être dégueulasse, tu vois. Je trouve que le gore a une bonne place finalement. Bah je trouve que ils ont bien géré, c'est-à-dire qu'il y en a pas trop, ça c'est sûr. Et est-ce qu'il y en a... Attends, j'en dis qu'il y en avait pas trop. Est-ce qu'il y en a pas assez? Ça, je ne sais pas. Parce qu'en fait... pour moi, c'est bien, mais... Au début, c'est quand même vachement gentil. Tu sens qu'ils essaient pas trop de faire des trucs spectaculaires, quoi. Ouais. Et c'est vrai que j'aimerais bien que ça soit plus sale des fois, parce que... T'as des créatures qui peuvent pas être gentillettes, en fait. Tu peux pas. Et des fois, tu les vois juste. Donc, ok, c'est assez choquant parce que tu les vois à l'écran. Mais j'ai envie qu'il y ait plus de mise en scène et plus de spectacle, tu vois. Donc plus de gore sur la créature en elle-même. Bah pas plus de gore juste pour faire des explosions de sang, des trucs absolument dégueulasses. Mais je veux dire vraiment sur la créature. Que quand il faut oser, ils sachent le faire. Parce que des fois, bon, ils vont, tu sens qu'ils se donnent un peu, tu vois, ils avancent là-dedans, mais justement quand je crois que c'est avec les faucheurs où ils leur coupent la tête à la fin avec une faux et tout, bon c'est pas non plus filmé en gros plan. C'est sûr. Et bon ça devait se passer, ils l'ont fait, donc c'était cool. Mais il y a des créatures qui sont vachement malsaines et tout, et je trouve qu'ils devraient bien plus exploiter le côté malsain et gore. Quand ils le doivent en fait, et j'ai l'impression que des fois qu'ils sont hésitants, donc mais là encore une fois c'est vraiment sur l'aspect toi des créatures que ça serait que tu aimerais plus de gore entre guillemets. Sur l'aspect aussi, sur les scènes quoi. Je trouve qu'il y a quand il y a des espèces d'affrontements justement Grimm avec ça, il n'y en a pas beaucoup. Je me suis dit là c'est badass, c'est trop stylé ce qui se passe. C'est souvent des affrontements assez calme, assez gentil, des façons de résoudre les problèmes en mode tout va bien, on clique sur un bouton, c'est cool. D'ailleurs, dans un dernier épisode, en fait, il rencontre un Wesen vachement badass. Donc c'est un homme qui se rend tout en feu, c'est un peu la torche, tu vois. Et il le neutralise avec des pistolets à eau. Enfin, j'étais en mode non, comme je le disais, il y avait trop rien à faire un affrontement de ouf et tout. Enfin, c'est un truc vachement dangereux. En gros, je crois que c'est le castor qui l'attire dehors. En plus. C'est le castor qui l'attire dehors et tous avec leur pistolet à eau, avec leur mixture dedans, et sans mode. Ok, d'accord. Après, ça, c'est une marque que j'aime bien aussi dans Grimm, c'est que c'est souvent traité avec humour. Donc là, on peut le passer sous l'humour. Ça, mais il y a moyen qu'il fasse des trucs vraiment spectaculaires. Où on sente les personnages en danger aussi. Tu vois. Du coup, je suis assez d'accord avec toi, mais en même temps, dans d'autres scènes, je trouve qu'il y a assez de gore. C'est-à-dire que, pour ces scènes de baston, finalement, c'est plutôt dans les scènes de baston. Dans les scènes de baston, faudrait peut-être plus, d'effusion de sang, quoi. Pas d'effusion, mais que ça soit bien plus, réaliste, j'ai envie de dire, quoi. Parce que par exemple, quand je crois que c'est dans la saison où t'as Locke qui veut tuer Hank et que, quand je crois qu'il est même pas encore au courant du délire des scènes. Et de souvenir, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment violent. C'est quand même une créature qui impose, qui a de la force, qui est assez et puis lui tire dessus, qui a le sang chaud, quoi, voilà. Et on voit pas grand chose. Je sais pas tu sens forcément tu sais que c'est Hank qui va manger, il va peut-être mourir, mais tu ne le ressens pas en fait, c'est ça le souci. Parce que moi le gore où je trouve qu'il y en avait assez à la limite du trop, mais que justement c'était bien dosé quoi. C'était plus dans des scènes
Alors, bah ça c'est une scène de torture à moitié, on pourrait dire. Donc la scène avec la poule aux œufs d'or qui a son... Donc en fait elle a un œuf, et en fait on l'a... Comment on dit déjà quand on te gave de nourriture. Gavage, je crois, c'est ça. C'est juste ça, bon bah on la gave de nourriture pour qu'elle ponde des œufs en or, voilà. tout simplement. Et donc en fait elle a ses œufs dans la gorge, donc déjà quand on la voit se faire gaver, je trouve ça un peu... Wow. Et après son œuf, on lui retire en l'incisant là, et enfin voilà. Ça, je trouvais ça pas mal gore. Ah, je trouve qu'ils ont bien géré, là. Enfin, voilà. ça devait se passer comme mais ça, voilà. de choper l'œuf, mais... Pas mal gore, mais bien dosé. Ouais, voilà. En plus, c'était, là, pour le coup, c'était vraiment malsain et violent, quoi, parce que le mec qui lui faisait ça, il était à moitié taré, quoi. Donc ça, c'était bien foutu. Ensuite, gore, bah, par exemple, je suis assez d'accord avec toi, niveau baston, la Swang, il y a pas eu de scène de baston gore, quoi. Ouais, alors que c'est un vachement de badass, c'est flippant, quoi, c'est super... Après, là où je trouve que le gore est super bien dosé, mais que moi ça me dégoûtait, mais c'est parce que j'ai une sensibilité à ça, quoi. Mais c'est deux scènes notamment. La femme araignée qui dégueule de l'acide dans la bouche de je sais pas qui et qui fond, quoi. C'est vrai qu'en y repensant, il y a quand même des trucs vachement... C'est vrai que je suis peut-être un peu injuste en disant tout ce que j'ai dit, mais c'est vrai que moi, des fois, j'en voudrais plus à d'autres endroits, en fait. Après, des endroits qui sont bien gérés, c'est sûr, mais j'aimerais qui gèrent bien comme ça. Ouais, partout, voilà. Parce que par exemple dans les moments bien gérés encore, je trouve c'est la scène où ils retrouvent. En fait, c'est souvent les scènes où ils retrouvent les victimes. La scène où ils retrouvent la fille qui s'est fait piquer par des centaines d'abeilles là et où elle est gonflée, dégueulasse, mais un truc violent. Ou bien il y a une scène où ils arrivent dans un appart qui a été laissé avec des morceaux de peau et tout, je crois, dans la baignoire, avec du sang à fond, enfin... Ça, je trouve que c'était vachement bien foutu, tu vois. En fait, ouais, souvent quand ils trouvent les victimes, finalement. Ouais, voilà. Il y a pas... C'est vrai que, dans les bastons, il y en a pas de temps. Enfin, généralement, au début d'épisode, tu vois souvent la victime et le moment où est-ce qu'elle va mourir ou être blessée, en gros, ou qu'il y a un de ses proches qui va être blessé, tout ça. Ouais. Qui est vachement bien fait et bien spectaculaire. Et c'est vrai que la rencontre Grimm, Wesson, j'ai envie que des fois qu'elle soit bien plus violente. Ouais, voilà, qu'elle soit, il y a de la fin, tu sens qu'il y a vraiment deux grandes forces qui rentrent en collision. Et on sentirait justement peut-être plus les dangers vis-à-vis de Nick. Enfin, il y aurait peut-être plus une carrure importante. D'ailleurs, dans la dernière saison, il rencontre donc je vais pas spoil, mais il rencontre un gang en fait de Bloodbad. On dit Bloodbad, Bloodbad. Et en gros, c'est des mecs qui sont violents, tu vois. Enfin, ils ont des idées, en plus c'est des extrémistes et tout. Et quand Grimm, ils ont question d'équipe, arrive donc pour les affronter, tu dis ça va chier à mort, tu vois. Et en effet, ça chie un peu, mais c'est dommage, quoi. Mais en parlant de ça, justement, en plus pour arriver pile poil sur la fin de ce qui se passe en souvent directement dans la série, l'arrivée de Juliette en Exxon Beast, c'est méga violent. Ah ouais? Ouais, donc quand elle se fait attaquer par un Wesson et qu'elle le neutralise, elle le neutralise pas juste en mettant une corde derrière l'attachant. Je trouve que vu qu'elle maîtrise pas ses pouvoirs, qu'elle a des pouvoirs qui la surpassent totalement et qui en plus, en gros, il t'explique indirectement qu'elle a hérité pas de pouvoir de merde. En gros, c'est un ex-bis de ouf. Elle les gère pas et du coup, elle a tendance à mal doser sa force. Ouais, j'ai hâte de voir ça aussi. Et, franchement, je trouve que là, ils ont... Et après ça, ce genre de choses, moi, ça me rappelle d'autres trucs qu'on voit dans la série. Il y a souvent des rituels gore à moitié. Et ça, pour le coup, je les trouve bien foutus aussi. Genre, il y a un rituel, je crois, où ils doivent avoir un cœur et tout. Voilà. Ce genre de choses, là, pour le coup, c'était bien fait, je trouve. Ou bien, à la fin de la saison 3, on voit quelqu'un se faire décapiter à nouveau, il me semble. Par Trouble ou... Ah oui, c'est Trouble donc c'est un agent du FBI qui a été viré, je crois qu'il y a un Wesson et qui va... qui rentre dans la maison. Et là, par exemple, je trouvais qu'ils avaient vraiment bien dosé. Mais encore une fois, ils avaient peut-être dosé même un peu plus haut que d'habitude, parce que c'était le personnage de Trouble, je pense. C'est possible, parce que Trouble, elle peut pas juste casser la gueule à quelqu'un, gentiller et dire c'est bon, c'est terminé. C'est ça. Elle est vraiment plus dark que Nick, quoi. Donc je pense que c'était encore pour marquer le contraste entre les deux Grimm, quoi. Voilà. C'est tout ce que tu avais à lire. Bon bah du coup, on est venu à bout de toutes ces questions. Tout à fait. Et on passe tout de suite à l'épreuve de la planche. Et donc nous voici pour la fin de cette émission. Tout à fait. Avec l'épreuve de la planche. Bon, en gros, c'est un bilan, tout simplement. Et ben, moi, je ne le fais pas sauter. Je ne le fais pas sauter sur la planche. Je ne le jette pas à la mer. Je le garde en trésor dans mon navire.
Alors moi non plus je ne fais pas sauter, tu vois, je le mets donc dans une place de choix dans ma galerie au trésor. Cependant, j'ai envie de dire que énorme potentiel, il y a déjà eu énormément de plaisir à découvrir donc ces 4 premières saisons. Ouais. Mais comme on l'a dit, donc comme on l'a développé tout au long de ces parties, longues minutes, il y a trop... Enfin, c'est dommage, il peut y en avoir plus en fait. C'est un truc qui n'a pas encore exploité tout son potentiel, même si ça reste génial dans l'ensemble. Voilà. Donc en définitive, t'as quelques déceptions... Pas encore de déception, parce Ouais. que il peut y en avoir, parce que j'ai des attentes forcément à ce qui se passe. Voilà, je peux t'as me des dire, grosses attentes. ouais, voilà. Et s'ils le font pas, je vais être un peu déçu forcément. Pour le moment, pas trop de déception. Donc c'est les hésitations qui t'énervent le plus dans... Ouais, voilà. Enfin, les Manque de prise de décision par Voilà. rapport à des trucs qui semblent évidents et en plus bien amenés. Mm. Et mal utilisation de tout ce qu'ils arrivent à créer en fait. Voilà, donc ce qu'on disait depuis tout à l'heure, comme hésitation des scénaristes. On sait pas Voilà. si... On sait pas sait si pas c'est vraiment eux, ce que c'est, mais bon. Ouais, on sait pas C'est si c'est eux les l'impression que ça fautifs, donne. mais ouais, c'est vrai. Ouais, bah moi, grosso modo, enfin, la même chose, quoi, je veux dire. La comparaison va peut-être vous sembler très mauvaise, mais à l'époque, j'aimais Charmed à fond, et ça m'a ouvert à plein de mythes, etc., enfin, voilà. Et bah, là, la même chose, mais en plus vieux et en plus adulte, enfin... Ça m'a ouvert à plein de cultures et de champs de culture Ah, franchement, c'est sur les contes, quoi, tout simplement. Ça reste un joli voyage. tu Ouais, vois. c'est super bien. Donc franchement, si vous ne l'avez pas vu, hein, forcément, oubliez tout ce qu'on a dit sur les spoils et tout, et foncez tout de suite. Ouais, de toute façon, ouais. C'est incontournable. Je pense que vous serez de toute manière surpris, même si vous vous êtes fait spoiler. Hein. C'est vraiment bien mené. Bon bah voilà, on finit cette émission-là. Allez. Merci à toi. Et ce fut un grand plaisir d'être accueilli au sein de ton navire. Et donc, bon bah, on se verra sûrement lors d'une prochaine escale sur une île que vous pouvez nous indiquer. Ah oui, tout à fait. Ça peut être absolument n'importe quoi, ça peut être du cinéma, de la BD, des romans. Enfin, tout ce qui est culturel, en fait. Voilà. On peut dire, quoi. Donc, vu que tout est culture, voilà, ce que vous voulez. Et ben voilà, merci, Merci à toi. et au revoir. Salut, salut. Et c'est ainsi que s'achève notre escale. Pour nous guider sur les mers cultures, n'hésite pas à t'abonner ou à nous proposer une destination future. À bientôt dans À l'abordage.